Merci de ces témoignages et merci aussi de votre présence et merci de cette invitation. Je pense qu'effectivement, on a besoin plus que jamais de se repencher un peu sur ces questions de la santé et en les reprenant toujours dans le contexte et pas dans un contexte seulement de diagnostic actuel. Sur ce point, d'ailleurs, je vais vous faire encore une petite... je vais en mettre une couche de plus, puisque dans Libération d'aujourd'hui, de samedi et dimanche, ce Libé, c'est Libé, c'est pas l'Humanité, hein, ils font état d'une pétition, d'une lettre ouverte qui a été signée par 4000 personnels de pédiatrie à Emmanuel Macron et qui a publié dans Le Parisien. Et qu'est-ce qu'elle dit de cette lettre? Elle dit que la situation est telle dans les soins pédiatriques que nous sommes contraints de trier nos patients par manque de place. Le président de la République doit agir en urgence, à défaut il sera responsable et coupable des drames qui risqueraient inéluctablement de survenir. Voilà un petit peu la situation qu'on a. On a connu les personnes âgées avec Orpea, Corian et j'en passe et des meilleurs. La canicule dont tu avais parlé, qui a fait je ne sais pas combien de milliers de morts déjà à l'époque pour les personnes âgées. On a dit, on a compris le message. On est passé à Madame Bachelot, on est passé à Touraine, on est passé à Buzyn, Véran et aujourd'hui Braun. Ils ont compris le message, mais ce n'est pas le nôtre de message qu'ils comprennent. C'est en fait un message qui est plus global, un message européen qui dit qu'il faut absolument que la santé soit une marchandise et que l'hôpital soit une entreprise. Et qu'à partir de là, il faut donner les clés de compréhension et les clés de fonctionnement qui correspondent à cette logique-là. On ne peut pas comprendre ce qui se passe aujourd'hui à l'hôpital si on ne comprend pas que depuis 30 ans, ce que l'on cherche à faire, et je l'ai déjà dit ici, mais je pense que c'est bien de le répéter, et je le dis d'autant plus que c'est bien de le répéter que le personnel est dans une telle souffrance, personnel soignant et non soignant, des hôpitaux sont dans une telle souffrance qu'aujourd'hui ils sont en train de démissionner en bloc les uns après les autres. Et que cette situation-là ne peut pas, à mon avis, sortir de là où elle est si les usagers, les patients, les citoyens et citoyennes que nous sommes ne nous mobilisons pas. Il faut absolument cette mobilisation, elle est énorme. Elle est d'autant plus nécessaire que vous avez entendu sûrement dire que le PLF, c'est-à-dire le projet de loi de financement va être passé au 49.3, pas de discussion, circuler, il n'y a rien à voir. Or, qu'est-ce qu'il y avait dans cette proposition proposée par la NUPES, c'est-à-dire les 4 partis, ou 5, je ne sais plus, qui composent cette NUPES, c'est de dire qu'il faut 10 milliards pour l'hôpital en investissement. Voilà une proposition qui sera passée à la fin. Plus de 10 milliards, 49.3. On demande qu'il y ait plus de moyens pour ce qui est la possibilité d'avoir des personnels dans les hôpitaux et ne plus avoir en même temps des situations que vous connaissez, c'est-à-dire de manque de formation. Il faut de l'argent pour la formation, il faut recruter. 49.3, rien à voir, il faut circuler. Je crois que c'est ça qu'il faut que nous on prenne en compte. Et pourquoi on en arrive là? On arrive là parce que, à un moment donné, on ne peut pas construire un hôpital entreprise si on n'a pas les règles de l'entreprise. On ne peut pas construire un hôpital, une santé qui devient marchandise si on ne crée pas un système marchand autour de cette santé. Et ça, la base, elle en est où? Elle est d'abord la création de la HAS. La haute autorité de santé, ça pourrait paraître intéressant d'avoir une haute autorité qui a pour objectif de créer les conditions, comment dire, que les normes soient correctes. Sauf que ce n'est pas une normalisation qui est faite par la haute autorité pour mieux soigner, c'est une normalisation pour mieux faire rentrer dans les cases voulues par les gouvernements successifs ce qui a été créé après, c'est-à-dire la T2A. Quand on a créé les codifications, on s'est dit, tiens, c'est bien de codifier, c'est ce que tu évoquais, sauf que la codification, c'était pour permettre la tarification à l'activité. La codification n'était pas là pour améliorer l'activité des professionnels, au contraire, elle l'a aggravée, si je puis dire, et elle a été faite pour cela. Donc nous, ce que l'on dit, c'est que, en fait, fondamentalement, ce que recherche le gouvernement depuis des années, c'est de, non pas répondre aux besoins en mettant les moyens, mais c'est de réduire les moyens pour pouvoir et devoir donc limiter les besoins. C'est cette logique-là. C'est une inversion de logique, celle qui a été créée par la Sécurité sociale de 45, avec la CNR, qui n'est pas la refondation, mais la résistance, hein, puisque là aussi, il a voulu faire une entourloupe d'un sigle qui est quand même historiquement pas rien, la CNR, le Conseil national de la résistance, et la création de la Sécurité sociale. Cette Sécurité sociale, il faut voir que pour l'instant, même à 50% de ses capacités, puisqu'ils nous l'ont réduite
progressivement, elle reste quand même un bouclier important. Je dis ça d'autant plus que il y a quelques jours, hier encore, hier, j'étais à Athènes à un forum européen de la gauche où on a parlé des problèmes notamment de la santé au plan européen. C'est la même situation partout. Les directives européennes vont dans le même sens. C'est-à-dire que notre gouvernement et nos gouvernements successifs sont pas seulement dans une logique nationale, sont dans une stratégie de santé, une stratégie économique et une stratégie politique qui vient bien au-delà et qui vient, pourquoi? Parce qu'on est devant un capitalisme qui est mondialisé. Il faut casser cette logique-là. Il faut casser cette logique-là, d'autant plus que très probablement nous aurons aussi un PLFSS à 49,3. C'est-à-dire un PLFSS qui va nous amener à quoi? Ben pour la première fois, nous aurons un ONDAM qui sera à 3,7%. C'est-à-dire déjà, rien que l'ONDAM, il sera moins que l'année précédente. C'est moins 0,8%. Mais pour la première fois, Monsieur Véran, oui, et Monsieur Attal ont dit que c'était un budget historique. Oui, historique, pourquoi? C'est la première fois que l'ONDAM est en dessous de l'inflation. Jusqu'à maintenant, on avait des ONDAM qui jonglaient avec l'inflation, qui ne permettaient pas d'avoir les moyens, mais qui étaient au moins au niveau de l'inflation. C'est-à-dire qu'il paraît qu'à partir de l'année prochaine, s'il reste à 3,7, avec une inflation à 6, faites comme moi les calculs, on a 2 fois moins de pognon. Donc il y a une perte d'argent qui va être réelle, c'est-à-dire qu'on va revenir à, non pas le quoi qu'il en coûte que nous avait promis Monsieur Macron, mais à il en coûte et donc vous devez réduire encore votre activité. Et cela, c'est quelque chose qu'il nous faut absolument prendre en considération. Pourquoi? Parce que si nous n'arrivons pas à donner les moyens financiers qui correspondent aux besoins, nous serons dans l'incapacité de remonter notre système de santé. On ne peut pas avoir un système de santé avec une sécurité sociale où on a réduit de 75 milliards les cotisations. Ça n'est pas possible. Le patronat a fait aujourd'hui un hold-up sur 75 milliards. Mais calculez bien, 75 milliards qui nous sont pris d'un côté pour les mettre dans la poche des patrons, qui font des bénéfices, comme vous le savez, et on est à 215 milliards de bénéfices redistribués. Ces 215 milliards mis de côté, qu'est-ce qui reste? Il faut que l'État compense. Il dit on va compenser, d'accord? Il compense 75 milliards. Si j'ajoute 75 milliards qu'on aurait pu avoir, plus ces 75 milliards que met l'État, puisque visiblement il les a, il va les mettre sur la table, c'est 150 milliards que l'on est en manque et qui pourraient être injectés dans la santé, dans l'éducation, etc. Or, on nous avait dit il y a encore pas longtemps, c'était en novembre 2021, la haute autorité, c'est la haute chambre de l'assurance maladie, pour l'évolution de l'assurance maladie, a fait une proposition, c'était dit tous, ça y est, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Ils nous ont dit oui, le 100% sécu finalement c'est possible, la santé, ce qu'ils l'ont appelé la grande sécu, de Monsieur Véran, était quelque chose de possible. Vous en entendez parler depuis? Terminé. On n'entend plus. La crise est passée, de pandémie, encore que elle est loin d'être passée, mais la pandémie dans les têtes semble passer, on retire la grande sécu. Pourtant la grande sécu, finalement, elle coûtait, d'après la haute autorité, pas les communistes, pas la NUPES, mais pas la MUF d'ailleurs, elle coûtait que 22 milliards. 22 milliards, et je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait avoir 150 milliards. Mais 150 milliards, ça c'est simplement si on fait en sorte de récupérer les cotisations sociales et que l'État utilise cet argent-là, continue à l'utiliser pour la santé, celui qui met de sa poche. Mais il y a aussi quelque chose que nous proposons, qui est simplement de dire, puisque aujourd'hui beaucoup d'entreprises ont des recettes qui ne sont pas liées au personnel, c'est-à-dire au travail des salariés, mais à la financiarisation des structures. Il faut taxer les revenus financiers. Si on taxe les revenus financiers, c'est-à-dire si on taxe une entreprise qui a peu de salariés, mais beaucoup de bénéfices, si on taxe ces bénéfices comme si c'était des salariés, vous voyez, au même taux de cotisation, on obtient près de 45 milliards. C'est-à-dire que vous voyez qu'on a, quelle que soit la manière, mais il y a une autre possibilité de trouver aussi de l'argent de manière très simple, c'est l'égalité salariale femmes-hommes. Aujourd'hui, cette égalité salariale est telle que si on ne permet, cette inégalité est telle que si on mettait l'égalité, naturellement, les femmes gagneraient mieux
gagnant mieux, elle paierait des cotisations naturellement à la hauteur, et ça rapporterait 52 milliards aux caisses de la sécurité sociale. Je peux vous donner comme ça un certain nombre de propositions qui montrent que, grosso modo, on peut remonter les caisses à 250 milliards, les caisses de la sécurité sociale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, 1, on peut payer la santé, 2, on peut payer tout ce qui concerne le secteur de la famille, 3, on peut payer tout ce qu'on a besoin, puisqu'on n'a toujours pas de loi grand âge par rapport à la perte d'autonomie, mais surtout, débat qu'on va avoir dans peu de temps, c'est la question des retraites. Donc, ces questions de la sécurité sociale, les 4 branches, plus la 5e qu'ils ont créée pour pouvoir fiscaliser la partie de l'autonomie, ces branches-là sont aujourd'hui en souffrance, et elles sont en souffrance parce qu'on a retiré cet argent-là de la part de l'État. Et cet argent est indispensable. Si on veut aujourd'hui remettre en état notre hôpital, ça a été dit très simplement. Premièrement, il faut mettre un terme aux fermetures et à tout ce qui est regroupement. Il faut mettre un terme à la loi HPST, c'est-à-dire à la conception qu'ils ont des agences régionales de santé, à la conception qu'ils ont aujourd'hui de la T2A, au numerus clausus qui malgré tout continue, car la désertification, non seulement elle persiste, parce qu'on n'a pas suffisamment de médecins, mais en plus se rajoute celle des démissions des personnels. Et cette double fuite est en train de créer une situation catastrophique pour la santé dans notre pays, avec naturellement dans le même temps des hôpitaux privés qui ne cessent d'augmenter, qui elles payent leurs médecins, leur personnel à des taux qui sont plus élevés puisqu'ils ne sont pas soumis à la loi qui permet le fonctionnariat des personnels de santé. Donc 1, il faut arrêter les fermetures. 2, il faut permettre de former plus et mieux. Il faut permettre de former plus et mieux. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, toutes les structures de formation, qu'elles soient celles universitaires en initiale, moi j'ai rencontré le doyen de la fac où je suis un des porte-parole, c'est-à-dire Mondor, et j'ai dit, bon bah alors ça y est, numerus clausus, tu vas faire quoi? Il dit, je ne peux pas faire plus de 10%, je ne peux pas accueillir plus de 10% de plus d'étudiants. C'est-à-dire qu'on a transféré le numerus clausus qui était fixé par l'ordre et l'État à un numerus qui est fixé par les universitaires et l'État. On n'a rien changé au fond parce qu'on n'a pas donné les moyens à l'université. Mais c'est pareil pour les IFSI, c'est pareil pour toutes les structures de formation des personnels paramédicaux. Si on ne donne pas les moyens et si on ne crée pas des structures aujourd'hui de formation des personnels paramédicaux, nous allons continuer à rester à des situations de manque de personnel. Donc il faut plus de personnel, mieux les former. On a calculé, nous, au niveau du Parti communiste français, et cette dimension a été reprise par toute la NUPES, il faudrait 100 000 personnes de plus dans les hôpitaux, rapidement. Pas demain, mais le plus tôt possible, parce que sinon on ne va pas s'en sortir. On ne va pas s'en sortir. Et puis, il faut investir. Et pour investir, il y a des choses simples. Premièrement, la taxe sur les salaires qui est payée à l'hôpital. Pourquoi un hôpital public paye une taxe sur les salaires qui est prévue pour le privé? C'est complètement absurde. Elle rapportait à elle seule 4,5 milliards. La taxe sur les salaires, c'est inimaginable de penser qu'aujourd'hui, surtout que cet argent, elle vient d'où? Puisque la taxe sur les salaires vient naturellement de l'hôpital, qui paye avec l'argent de quoi? De la sécurité sociale. C'est-à-dire que la sécurité sociale reverse 4,5 milliards à l'État. C'est absurde, c'est complètement absurde. La TVA, aujourd'hui, dans les hôpitaux, on paye la TVA. Il faut qu'il y ait une reversion de la TVA à l'hôpital. Ça n'est pas normal que l'hôpital continue à payer la TVA sur les produits qu'elle utilise, qui sont des produits de santé et des produits qui ne sont pas des produits marchands, en tout cas pour ce qui nous concerne. Donc il y a aujourd'hui des moyens de pouvoir trouver de l'argent qui est vraiment multiple et qui permettrait à l'hôpital de retrouver une meilleure forme. Dernier point que nous proposons, c'est qu'il faut arrêter avec la dette des hôpitaux. Cette dette, elle fait pourrir la vie des hôpitaux. Or, c'est une dette qui a été créée sciemment, volontairement. Jusqu'à une certaine époque, les hôpitaux, quand ils avaient, c'est dans les années 90 encore, quand les hôpitaux avaient besoin d'argent, qu'est-ce qu'ils faisaient? Soit ils en prêtaient à
la sécurité sociale, ça a été jusqu'aux années 80. Puis après, ils ont été empruntés aux banques, à CDC, notamment la Chambre des dépôts de consignation, à 0%. Bon, jusque-là encore, ça allait. Mais depuis interdiction, ils devaient passer par les banques. Non seulement il y a eu les banques, qui prenaient cette fois-ci des intérêts, mais en plus, il y a eu ce qu'on appelait les emprunts toxiques. Quand on additionne ça, on se retrouve avec des hôpitaux qui se retrouvent avec des dettes qui sont des fois tellement importantes qu'elles les empêchent d'investir. Et empêcher un hôpital d'investir, c'est empêcher un hôpital d'évoluer, c'est empêcher de grossir. Donc il nous faut absolument mettre un terme à ces dettes. L'État doit prendre en charge la totalité de ces dettes. Elles sont de sa responsabilité, quels que soient les gouvernements qui sont passés, parce qu'il n'y en a aucun qui va modifier la loi de l'autre. Depuis maintenant les années 80, il n'y a aucun président de la République, qui soit de gauche, Parti socialiste, ou qui soit de droite, et je dirais, malheureusement, on le voit dans d'autres pays, l'extrême droite, bientôt à nos portes, on voit bien qu'il n'y a pas de changement. Donc il faut absolument que cette dette, elle soit reprise et rendue en possibilité d'investir pour l'hôpital. Voilà les propositions que nous faisons. Elles sont multiples, elles sont d'ordre structurel, elles sont d'ordre structurel au plan européen comme au plan national, parce qu'on a besoin d'avoir les deux stratégies, et nous avons besoin aussi de stratégies qui sont liées à l'hôpital lui-même, à le faire évoluer dans ses moyens, et cela, ça passe par repenser et retravailler la sécurité sociale. Je le dis, nous avons la chance, et je terminerai là-dessus, d'avoir toujours une sécurité sociale. Vous ne pouvez pas vous imaginer, quand on va discuter avec nos amis européens, nos camarades et amis européens, comme je l'ai pu le faire il y a quelques jours, comment pour eux, la sécurité sociale, ça reste quand même un parapluie, un bouclier qui est plus important que ce qu'eux ont, puisqu'ils ne l'ont pas. Et donc nous, on a cette possibilité. Nous, ce qu'on veut, c'est revenir à la totalité du bouclier, pas à un bout de bouclier. Et cette totalité de bouclier, il n'y a que vous, nous, qui pouvons l'obtenir, parce que aujourd'hui, je le redis et je terminerai vraiment là-dessus, si nous ne nous mobilisons pas, nous n'y arriverons pas.